Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette édition régionale. Au sommaire, ce vendredi 23 novembre, la mobilisation des Gilets jaunes qui dure depuis presque une semaine maintenant. Alors qu'un rassemblement se confirme à Paris, en Bretagne, les Gilets jaunes s'organisent pour de nouvelles actions ce samedi. Et ce n'est pas sans conséquences, notamment pour l'économie. Nous découvrirons aussi dans ce journal le métier d'éboueurs. Ceux qui ramassent chaque jour nos déchets sont confrontés aux incivilités. Nous avons suivi ceux de Vannes. Et puis les locaux de la ville de Mellac sont chauffés depuis ce jeudi grâce à une chaufferie bois. Et c'est du bois local qui approvisionne l'installation. Nous vous expliquons tout dans un instant. Deuxième jour de blocage au dépôt pétrolier de Brest. Une quarantaine de personnes représentant les entreprises de BTP du Finistère sont mobilisées contre la fin de l'avantage fiscal sur le gazole non routier utilisé par les engins de travaux publics est prévue au 1er janvier. Une décision qui serait lourde de conséquences financières selon ces professionnels. Nous retrouvons à présent Benjamin Bréon pour faire le point sur le reste du mouvement des Gilets jaunes. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et où en est-on en Bretagne justement ? Écoutez, le mouvement se poursuit. Ce qu'on peut retenir aujourd'hui finalement, c'est la collusion assez étrange entre le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement basé à la base basé sur une problématique de pouvoir d'achat, et puis le Black Friday, le vendredi noir, jour d'importantes remises dans les commerces et donc de consumérisme effréné. Et justement sur l'économie, le mouvement a eu des conséquences concrètes depuis son début ? Oui, alors elles sont difficiles à chiffrer pour l'instant, mais on peut se baser sur le ressenti des commerçants et les diviser en plusieurs catégories. La grande distribution généraliste, d'abord, a connu samedi dernier un samedi noir. Mais ses clients avaient pour la plupart pris leurs précautions, ils étaient venus pour beaucoup le vendredi, et finalement les responsables de la grande distribution nous disent que l'un dans l'autre, ils s'en sortent à peu près. C'est plus compliqué pour les enseignes spécialisées, et en particulier celles qui sont dans les zones commerciales, touchées souvent par les barrages. Ainsi, le magasin GoSport de Lorient, qui est situé à proximité immédiate d'un rond-point qui a été occupé toute la semaine, annonce une baisse de la fréquentation de son établissement de 60 à 70% cette semaine. Et puis, dans les centres-villes, la situation est plus contrastée. Tous les commerçants interrogés nous disent qu'ils ont ressenti une baisse de la fréquentation et de leur chiffre d'affaires. Mais attention, d'abord, globalement, ils se disent plutôt solidaires du mouvement. Ensuite, ils mettent en avant la situation générale. Et comme le résumait l'un d'entre eux, de toute façon, les gens n'ont plus d'argent, barrage ou pas, ils ne viendront pas acheter. Bon, il faut quand même dire qu'ils nous ont tous dit qu'ils espéraient que le mouvement ne durerait pas trop longtemps. Et alors, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre ce samedi si on veut faire ses courses ? Écoutez, déjà, si j'avais un conseil à vous donner, Julie, ce serait de ne pas aller sur les Champs-Élysées. Oui, en même temps, c'est un petit peu loin si on veut rester en Bretagne. C'est ça, non, c'est vrai, mais c'est pas parce que c'est un peu loin qu'il n'y aura pas de Bretons. Alors en fait, on ne sait pas exactement où va se dérouler le défilé parisien demain, mais les plus motivés sont déjà partis pour le rejoindre. D'autres partiront demain matin. Je vous propose d'écouter ce qu'en disent Kevin et Pierre, deux Gilets jaunes brestois que nous avons rencontrés ce vendredi. Il va y avoir pas mal de Bretons, déjà il y a 3 quarts qui sont partis la nuit. Il y en a 4 qui se préparent à partir là. On n'a pas donné de nom de société pour éviter qu'ils se fassent arrêter au péage ou cataloguer ou quoi que ce soit. On aimerait bien représenter un peu la Bretagne pour commencer. Si on peut faire un peu de pub, ça marcherait bien. Il faut que chaque citoyen, chaque chômeur qui est chez lui, chaque retraité, chaque personne, chaque maman, que ça touche toute la population, il faut se rassembler contre ce gouvernement. C'est absolument, c'est ça qu'il faut faire. On n'a pas le choix. Voilà, donc là, les gens ont bien compris que c'était pas que pour le pétrole qu'on manifestait, mais bien pour un ras-le-bol général, quoi. Il va falloir que l'État comprenne qu'on n'est pas des choses et on ne se laissera pas faire. Des vaches à lait. Voilà. On ne se laissera pas faire, ça c'est clair et net. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Benjamin pour ces explications. On va continuer évidemment à suivre ce mouvement des Gilets jaunes avec vous. Et puis, si le mouvement va se concentrer à Paris ce samedi, il y aura aussi des mobilisations en Bretagne, comme à Brest, Vannes, Carhaix, Pontivy ou encore à Lannion. Pas de précision sur le type d'action menée. En revanche, selon des Gilets jaunes brestois que nous avons interrogés, pas de blocage de prévu, mais de forts ralentissements et ils continuent à filtrer les entrées et les sorties des zones commerciales. À Douarnenez, en revanche, c'est à noter, pas d'action des Gilets jaunes à la demande des commerçants.
Dans l'actualité, également une nouvelle démission au sein de la majorité municipale brestoise. Jean-Luc Pollard, adjoint au maire de François-Cuyandre, a démissionné ce vendredi après-midi. Ce mercredi, c'était un autre adjoint, Alain Masson, qui avait également annoncé son départ. La justice a ouvert une enquête pour détournement de fonds publics, mais suite à de nouvelles révélations du Télégramme sur des indemnités non déclarées, les investigations pourraient s'étendre au blanchiment de fraude fiscale et abus de confiance. François-Cuyandre devrait s'exprimer ce lundi sur ce sujet. Nous passons à présent à votre chronique toute image, c'est la Bretagne en 5 infos et c'est préparé aujourd'hui par Jérôme Gallo. L'appareil industriel Desmarinas se met en route. Grâce à sa toute nouvelle ferme marine à Noirmoutier, en Vendée, la start-up médicale morlaisienne vient de livrer ses premiers lots commerciaux de solutions sanguines. Ce sont dans ces bassins que sont élevés les fameux vers marins, dont les molécules sanguines favorisent la préservation des greffons. Et Marina a déboursé 2 millions d'euros pour acquérir et adapter sa ferme marine. 6 ans que la justice enquête sur l'îlot Béniguette en Côte-d'Armor, elle est loin d'en avoir fini. Le dossier vient d'être envoyé au pôle d'instruction de Saint-Brieuc alors que les faits avaient été jugés comme prescrits en janvier dernier. Pour rappel, l'enquête porte sur les travaux d'un projet de résidence de luxe sur l'île de l'archipel de Bréa, située en zone Natura 2000. La grignoteuse a bientôt fini son repas à Quimper. Ce vendredi, l'engin s'occupait de la dernière des 4 tours des oiseaux qui figurait parmi les plus anciens HLM de la ville. Dès début 2019, les Gravats laisseront place au chantier à 16 millions d'euros d'un nouvel EHPAD de 141 places. Son ouverture reste programmée en 2021. Presque un an que le bus bleu de Celtic Emploi sillonne les routes de Bretagne à la rencontre des demandeurs d'emploi. L'agence mobile de l'entreprise d'intérim s'arrête dans les villages isolés pour donner des entretiens, un moyen d'attirer des candidats qui habitent bien trop loin des agences physiques d'intérim. Le bilan est pour l'heure positif. Celtic Emploi fait travailler en moyenne 700 équivalents temps plein tous les jours dans 350 entreprises clientes. Les 6 vainqueurs ont beau être arrivés, la route du Rhône n'est pas encore finie. Ce vendredi après-midi, après 19 jours de course, ils étaient encore une cinquantaine de skippers en mer. Le plus fameux d'entre eux, Loïc Perron, est attendu ce week-end à Pointe-à-Pitre. Le vainqueur de la dernière édition a décidé de prendre son temps à bord de son trimaran jaune Happy. À l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets, nous avons décidé de vous parler de ce que nous croisons quotidiennement. Ce sont les éboueurs, un métier physique, parfois dangereux, mais surtout très utile. Au sein de l'agglomération vantaise, on compte 114 équivalents temps plein pour collecter les déchets de 170 000 habitants. Fanny Coconi a suivi ses agents durant leur tournée. Dès 5 heures, ils sont sur le pont. Par équipe de 2, les rippers lancent leur tournée pour collecter les bacs. Dans le même temps, Christophe, lui, part seul avec sa grue pour vider les colonnes de verre. Cela fait 27 ans qu'il collecte les déchets et le métier a changé grâce à la mécanisation. Ça a évolué, c'est moins dur. Le verre avant, c'est ramassé à la main, maintenant c'est tout à la grue, quoi. Mais d'autres obstacles subsistent, notamment à côté des colonnes de verre. Ça, c'est la civilité des gens. Ils ont la flemme de mettre le verre dedans. On ramasse des packs de bière entiers à côté des fois et on passe notre temps à ramasser les déchets des autres, quoi. Des dépôts sauvages qui créent des pertes de temps mais aussi des risques de blessures. Autres désagréments rencontrés, des bacs sales, sans sac, l'irrespect des points de regroupement et des positions des bacs. Nous on aime bien que les bacs soient vers la chaussée, de manière à ce que nous quand on arrive on les prend et on les tire directement. Parce que quand les poubelles sont les poignées contre les murs, à chaque fois il faut qu'on tourne les poubelles. Donc ça fait beaucoup de torsions au niveau des poignées qu'on pourrait éviter. Des petits riens en apparence qui ont des conséquences sur la santé des agents. La collecte, c'est le premier métier le plus accidentogène en France, devant le bâtiment. Donc on a des risques de foulure, des risques d'arrachage des muscles si les bacs ne sont pas mis au bon endroit, des risques de se faire percuter par un véhicule. On a énormément de problématiques aujourd'hui sur le remplacement des agents. Malgré ces difficultés, des agents aiment leur métier. C'est un métier que j'aime bien parce qu'on est dehors, on remue, on se dépense par tous les temps et on a un contact avec les gens. À 14h, après une douzaine de kilomètres parcourus et près de 1000 bacs vidés, la journée des agents s'achève.
Depuis ce jeudi, les locaux de Mélac sont chauffés grâce au bois, une alternative au fioul pour la commune qui espère ainsi faire des économies et réduire son empreinte écologique. Le bois provient, lui, du bocage local. Plus de 3700 mètres carrés de bâtiments municipaux et 18 logements vont en profiter. L'inauguration de l'installation aura lieu ce samedi. Reportage sur place de Juliette Roger. Chauffer une piscine avec le surplus de bois des champs, c'est déjà le cas à Quimperlé. 8 autres chaufferies de ce type existent sur cette communauté de communes et celle de Concarneau. Elles sont approvisionnées par la coopérative SIC Énergie du Sud Cornouailles, une alternative au fioul plus écologique qu'a aussi choisi la commune de Mélac. Le taux de CO2 dégagé dans l'air par nos chaudières à bois, il est le même que si ce bois ne viendrait qu'à se dégrader dans son domaine naturel. Aujourd'hui, avec une combustion complètement maîtrisée, on arrive à avoir le même taux de CO2 dégagé dans l'air. C'est ce qu'on appelle, pour nous, des bilans neutres en CO2. Le bois consommé est du bois bocage, c'est-à-dire qu'il s'agit de récupérer le surplus de bois après l'entretien des talus dans les champs de la commune, une pratique qui a vu ses débuts à Sker en 2004 avant de s'étendre dans le reste de la région. C'est une économie, disons, circulaire, c'est l'argent public qui reste sur le territoire, puisque les entreprises, et ça évite justement d'acheter de l'énergie dans d'autres pays en fait. Ouais. 450 mètres de tuyaux approvisionnent 90% des locaux communaux, ainsi que 18 logements sociaux gérés par Finistère Habitat. Un investissement important, mais qui devrait se traduire par un bénéfice économique. Vu l'augmentation du coût des matières fossiles, du coût de l'électricité, si on se projette, nos consommations stagnent tous les ans, mais les coûts augmentent de 3%. Donc inéluctablement, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, je veux dire, la commune en tirera un bénéfice, et je pense assez conséquent. Pour ce qui est du chauffage des particuliers, l'abonnement est déjà moins cher, mais il faudra attendre l'année prochaine pour en tirer un vrai bilan de consommation. Et c'est ainsi que l'on referme cette édition. Ce soir, dans votre magazine régional L'Instant T, Xavier Patrijon reçoit le groupe Sweet Monster pour des lives et une interview. Rencontre aussi avec la romancière à succès Alice Zeniter qui nous montre son travail de mise en scène autour du conte pour enfants Hansel et Gretel. Elle est actuellement en résidence à Brest à la Maison du Théâtre. Une émission que vous retrouvez à 19h15 et à 23h15 et également, comme toutes nos émissions, sur les sites internet de TBO et TB Sud en replay. Merci à vous d'avoir suivi ce journal préparé par les rédactions de TBO, TB Sud et du Télégramme. Je vous souhaite une très belle soirée sur nos antennes. Je vous retrouve lundi à 19h pour un nouveau point sur votre actualité. Je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.